Un prêtre, c'est comme celle de tous les humains. C'est cette espèce de dynamisme profond qui lui permet d'entrer en relation avec les autres, avec lui-même. C'est le siège des passions et c'est également ce qui le fait vivre. Mais vous avez quand même fait un vœu de chasteté. Donc, vous avez choisi de ne pas avoir de sexualité. Ah, ben là, vous parlez d'autre chose. Je pense que lorsque nous parlons de la vie affective du prêtre, il n'y a pas que la génitalité là, qui compte, c'est l'engagement, c'est cette adaptation à tout ce qu'il va rencontrer dans la journée. Par exemple, avant de venir ici, je suis allé administrer cancer, 22 ans. Il était président du groupe des jeunes chez nous. À ce moment-là, ça prend un équilibre affectif là, pour passer à travers ça. On rencontre des hommes, des femmes, des difficultés de toutes les sortes. Il ne faut pas avoir peur de vivre avec, il faut épouser, il faut avoir exactement cette espèce de vérité, vérité qui est féconde, vérité qui n'est pas stérile, qui n'est pas drainante non plus, mais on doit se ressourcer avec le vécu, les événements et les personnes qu'on rencontre quotidiennement. Vous devez évoluer également avec la société. Et si je parle d'évolution à Béraudier, et si je parle aussi de sexualité en quelque sorte, entre guillemets, c'est parce qu'il est question du célibat des prêtres. Oui. Il est question également de déchirement. Vous êtes des humains avant d'être des prêtres. Vous n'êtes pas des dieux, vous êtes des êtres humains. Et à un moment donné, il y en a qui ont une sorte de tentation. Vous devez refaire vos vœux à tous les jours, vos vœux de chasteté. Et pourquoi qu'on parle du mariage des prêtres? D'après vous, là, est-ce que les prêtres devraient se marier? Devrait-il au moins avoir le choix? Bon, c'est vraiment la grande question qui se pose. Notre génération qui pose toutes les questions, qui remet tout en cause, ne peut pas faire autrement que de poser cette question-là qui semble être au cœur de toutes les relations humaines et de toute cette dimension affective que la psychologie nous a fait connaître et également qui semble être ce que tout le monde cherche. Tout le monde veut être heureux. Et tout le monde veut être dans la vérité aussi. Oui, tout le monde veut être la vérité. Alors la question qui se pose, est-ce que c'est possible de ne pas avoir une vie sexuelle ou génitale active? Est-ce que vous parlez de la société, peut-être on disait ça tout à l'heure, avant l'émission, où il y a moins de prêtres, est-ce que ça solutionnerait tous les problèmes? Personnellement, je ne peux pas avoir de réponse à tout ça. Je vis personnellement, moi, ma vie, et c'est de celle-là dont je parle. D'autres étudieront ces questions-là comme telles. Je sais, par exemple, qu'il y a quand même une fécondité à vivre de la façon que moi je vis. C'est-à-dire qu'on peut vivre. Le célibat. Oui, il y a, la prêtrise. Il y a une liberté. Il ne faut pas qu'il y ait de peur là-dedans. Parce que si moi je rencontre une situation, je ne prévois jamais les situations que je vais rencontrer. Lorsque je reçois un téléphone, lorsque ça sonne à la porte ou que je m'en vais donner un exposé quelque part, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça, à ce moment-là, l'affectivité doit me sécuriser à un point tel que je n'ai pas peur. Bon, les peurs, justement, elles s'expriment comment? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par peur? Peur de quoi? Peur de rencontrer quelqu'un qui vous mettrait en situation de tentation? Ben, il peut avoir ça. Mais aussi d'être incapable de répondre aux exigences, aux besoins et aux demandes qui nous sont faites. Être incapable de donner parfois l'accompagnement ou le temps qu'il faut. On est tellement sollicité, tellement dépassé par toutes sortes de demandes ou d'événements que c'est épeurant, ça. Des fois, c'est épeurant. Vous avez dit que c'était pas... La solitude aussi, dont on parle souvent,
le fait de rencontrer des grands groupes, le fait de rencontrer des petits groupes, d'avoir une relation, vous savez, un dialogue comme j'ai avec vous à ce moment-ci. Là. Une intimité. Voici, nous entrons dans une intimité plus grande à ce moment-là. Et tout ça, là, c'est quand même toujours un risque. On n'y pense pas toujours parce que c'est agréable, on le fait. Mais si on est prêtre pour quelque chose. Et vous faites attention aussi à ce que vous dites et à la façon dont vous vous engagez parce que vous êtes prêtre. Mais dans ce sens-là, je crois que tous les humains doivent faire comme ça. On n'a pas à partir pour dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Mais de toute façon, pour moi, je pense et je sais que on a quand même une responsabilité et aussi une joie qu'on trouve dans cette honnêteté, dans cette maturité sur le plan affectif. Il nous reste une minute, Abbé Rodier. J'aimerais qu'on revienne à la question du mariage ou du célibat des prêtres. Vous avez dit que ce n'était pas à vous de décider. Par contre, seriez-vous contre l'idée que les prêtres puissent également avoir une femme, une famille, une vie aussi affective et sexuelle et qu'ils puissent accomplir leur devoir de prêtre? Seriez-vous contre ça? C'est un autre contexte. Ça, je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas. Mes amis là, avec lesquels je fais de l'écuménisme, soit les ministres de d'autres dénominations religieuses ou les prêtres anglicans, disent que ça ne solutionne pas tout. Là. Parce qu'il y a, il y a moins de disponibilité, il y a moins également de liberté. Et aussi, il peut y avoir des échecs à ce niveau-là. Et pour eux, ils en souffrent énormément. Ben, j'aimerais vous remercier pour votre belle générosité. Merci beaucoup, Jean-Gilles Rodier. Ça fait plaisir, madame. Alors, je pense qu'on ne peut pas contester le besoin et le choix de certaines personnes d'opter pour la chasteté et le célibat sur cette terre. Je pense que c'est un choix qui est tout à fait légitime. Et à partir du moment où on sait pourquoi on choisit le célibat et la chasteté, quand on ne le choisit pas contre la sexualité, mais bien dans un but d'intégration de sa propre sexualité, il n'y a rien à dire. L'Église catholique romaine serait la seule à imposer le célibat et la chasteté à ses prêtres. Dans les autres églises, on ne le ferait pas. Et la question reste à savoir, est-ce que c'est d'imposer l'impossible? Il y a des femmes qui ont vécu des expériences souvent malheureuses, d'autres très heureuses. Et plus tôt cette semaine, je me suis entretenue avec Josée au téléphone, qui est celle justement qui nous a proposé cette émission sur le célibat des prêtres. On l'écoute. Alors, je m'entretiens avec Josée. Bonjour, Josée. Bonjour. Josée, dis-moi, comment ça s'est fait, la rencontre avec ce prêtre qui a été finalement très important dans ta vie, je pense? Oui, en fait, moi, je l'ai rencontré parce que je faisais ma maîtrise en théologie, alors c'était un de mes professeurs. C'est un de tes professeurs. Donc, tu es tombé en amour avec ton professeur et il se trouvait que c'était un prêtre. Oui, c'est ça. Dis-moi, est-ce que il y a eu consentement entre vous deux? C'est-à-dire, tu l'as pas vécu, est-ce que tu as vécu cette relation-là comme un viol ou bien est-ce que tu étais d'accord pour être la partenaire sexuelle d'un prêtre? Oui, j'étais d'accord pour être la partenaire sexuelle d'un prêtre. Je le trouvais très attirant. Et les avances venaient de lui depuis un bout de temps. Et enfin, je n'avais pas l'intention de résister plus longtemps. Je trouvais ça très agréable, le contact physique avec cet homme-là. Et le contact sensuel, il était très passionné à mon égard. Alors, c'était un oui. C'était un oui. Et pour toi, c'était un bon amant. Oui, au début, oui, c'était un bon amant pour moi. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas présent dans cette relation-là, c'était la pénétration. Moi, je prenais des contraceptifs, alors, dès le début quand on a commencé à faire l'amour ensemble, et on faisait l'amour très souvent, il était ici tous les soirs, alors je lui demandais de me pénétrer. Alors là, il s'est démontré très résistant en me disant que les contraceptifs n'étaient pas toujours efficaces. Moi, j'ai pensé que je pourrais peut-être l'amener à la pénétration, étant donné que là, je me disais, c'est peut-être trop vite pour lui, trop tôt. Mais non, ça n'a pas été la pénétration. On faisait l'amour oral. Bon, j'ai trouvé ça très agréable. Alors, tout le temps que ça a été la passion, tout ça, j'ai senti la relation d'égal à égal, ça allait bien jusqu'à un certain point, là, sans la pénétration. Mm-hmm. Et
au fur et à mesure que la relation avançait, il voulait surtout, lui, se faire la fellation. Et moi, j'étais un peu délaissée. Alors moi, je me suis mis à exprimer mes exigences et j'ai vu que je n'avais pas de réponse favorable à mes exigences. Mais dis-moi, José, est-ce que tu penses que la non-pénétration, là, c'était la vraie raison, là, la contraception? Non, je crois pas que c'était la vraie raison. Je crois qu'il n'a pas voulu avoir une relation d'égal à égal avec moi. Ah bon? Combien de temps ça a duré, cette relation-là? En termes de la relation qui a été relativement bien, je peux dire 6 mois, 1 an, mais après ça s'est vraiment gâché. J'avais de plus en plus d'exigences. Et ce qui m'a blessé profondément, c'est qu'au moment où j'ai commencé à avoir des exigences, lui a commencé à aller voir une autre femme. Ah bon? Alors là, j'ai trouvé ça blessant, alors que je voulais avoir ma part, de me rendre compte que finalement, j'étais laissée là et que, bon, peut-être qu'une autre... je me souviens, une fois, je l'ai vu arriver, on continuait quand même à avoir un contact sexuel. Il m'est arrivé un jour avec le pénis très rouge. J'ai dit, hey, mon Dieu, ouais, ça va. Alors, il me dit, ben c'est comme toi. Il dit, en fait, il vivait la même chose ailleurs. OK. Là, c'est terminé quand même depuis un bon bout de temps, cette relation-là. Avec le recul, quelle est l'impression qui t'en reste? Est-ce que c'est une impression agréable? Est-ce que tu es restée amère envers tout ça? Disons que moi, j'ai tiré ma leçon. Je me suis dit, je veux vivre autre chose. Je veux vivre plus une relation d'égal à égal. Je m'occupe de moi. Et, José? Oui? Qu'est-ce que tu penses du célibat des prêtres? Moi, je trouve que c'est une farce. Moi, je trouve que si on dit que la sexualité, c'est une des plus fortes incitations à la rencontre, je ne comprends pas pourquoi on imposerait à des gens de ne pas la vivre. Ça me semble une contradiction en soi. Ça n'a pas de bon sens. Alors, tu ne retomberais pas en amour avec un prêtre? Pardon? Tu ne retomberais pas en amour avec un prêtre? Non, parce qu'ici, il n'y a pas droit à sa sexualité. C'est trop difficile. C'est trop... Non. Non, pas dans des circonstances comme ça, non. Non. Je veux être avec des hommes qui ont droit à leur sexualité maintenant. Mais José, on espère que tu vas trouver ces hommes qui ont droit de vivre leur sexualité. Et on te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je prenais du courage. Merci. Merci, au revoir. Alors, on voit que certaines expériences se terminent souvent par une blessure. Je vous renvoie, si vous voulez lire des belles histoires d'amour, peut-être au livre de Marguerite Baudry, Souvenirs d'amour. Dans un chapitre très, très bien écrit, je suis tombée en amour avec cette écrivaine, l'apothéose de ma vie amoureuse, où elle parle justement de cette relation qu'elle a vécue avec un prêtre. Et je vous laisse, avant d'aller à la pause, sur ce qu'elle dit ici. S'il revenait, c'était en toute lucidité, sinon en toute liberté, car je sentis que c'était par faiblesse qu'il abdiquait. Je n'en étais pas très fière, mais ma passion y trouva son compte, à tout point de vue, car curieusement, une fois engagé l'échange érotique, nul scrupule ne semblait plus le retenir. Il se donnait à l'amour corps et âme, s'enivrant du mystérieux flux d'énergie suscité par le rapprochement corporel, louant Dieu pour le don d'amour fait à ses créatures. C'est pas fini, on va à la pause et on revient sur cette épineuse question. On pense que tous les prêtres ont des relations sexuelles. Les prêtres ont fait des vœux de chasteté, ils ont fait un choix sexuel. Par contre, ce sont des humains qui succombent parfois. Et comme dans le mariage, il est impératif de rechoisir, de refaire des vœux à tous les jours. Cela étant dit, je vous présente une femme qui a accepté de témoigner sous le couvert de l'anonymat. Elle s'appellera donc Francine et qui a eu une relation amoureuse avec un homme 20 ans plus jeune qu'elle qui a choisi de devenir prêtre. Francine, quand il t'a avoué, parce qu'il t'aimait beaucoup, vous vous aimiez, vous aviez une relation depuis 2 ans, qu'il choisissait de devenir prêtre, comment as-tu réagi? Étais-tu très blessée? Je savais qu'il voulait devenir prêtre ou en cheminement religieux depuis le moment où je l'ai connu. Alors, pour moi, j'ai accueilli cette relation-là comme un impromptu dans ma vie. Et je savais que ça finirait. Parce que, vous savez, quand on a 43 ans, on n'a pas la même vision des choses qu'à 20 ans. Alors, quand il m'a avoué que le moment était venu pour lui de cheminer, de s'engager, je le croyais, je ne le croyais pas, et j'ai pleuré.
J'ai pleuré pendant 1 an. Il me manquait. Sa tendresse me manquait. Sa fraîcheur me manquait. Ses bras me manquaient. Son corps me manquait. Tout me manquait de lui. J'ai pleuré. Et intérieurement, j'ai demandé, parce que je suis croyante, j'ai demandé à Dieu de me donner le détachement de cet être-là, parce qu'il était tellement beau que je voulais le garder dans ma vie. D'ailleurs, Francine, tu m'as dit que tu n'aurais pas épousé cet homme-là parce qu'il avait 20 ans plus jeune que toi et qu'au départ, même s'il a choisi d'être prêtre, ça te dérangeait un peu qu'il soit plus jeune. Oui. Mais j'ai quand même vécu, je me suis donné la permission de vivre ça pleinement en ne retenant que ce qui était beau. Et ça a été, je vous le dis, un printemps dans ma vie, un repos pour mon cœur, moi qui avais eu plusieurs amants où je vivais de la génitalité, de la sexualité, le vraiment génital, et où parfois la tendresse, la générosité, la fraîcheur, la simplicité, surtout la profondeur manquait. Alors que là, j'avais tout ça. J'étais heureuse dans cette relation-là et ça m'a épanouie. Beaucoup. Il n'y a pas eu de génitalité dans cette relation? Il y en avait, mais il n'y a pas eu de pénétration comme telle. Parce que, d'abord, j'avais vécu plein de choses et tous les amants que j'avais eus n'étaient pas restés mes amis. Vous savez, quand on vit une relation sexuelle, un coït avec quelqu'un, quand on revoit cette personne-là, souvent, quoi, pour moi, ça revient. Et moi, je croyais à ce moment-là que, puisque ce n'était qu'un impromptu, et j'avais été habituée à vivre une continence avant d'avoir des amants, alors j'étais capable, je pense, d'avoir une certaine maîtrise de moi. Puis lui, il avait une spiritualité, puis il avait eu de l'expérience aussi. Il y avait une profondeur entre nous. Il y avait une orientation qu'on donnait à cette relation-là. Aujourd'hui, il est prêtre. Vous êtes restés des amis, justement, parce que vous avez su vous respecter. Est-ce que tu lui manques? Oui, je suis persuadée, mais son choix est tellement rempli. Il est très actif, et moi aussi. Et quand l'abbé Rodier disait tout à l'heure que quand on a une vie épanouie, vous savez, l'affectif, c'est beaucoup plus large que rien que la génitalité. Alors moi, j'ai une vie très pleine. Je suis une artiste, je travaille à temps plein, j'ai plein de beaux mondes dans ma vie, j'ai beaucoup d'hommes autour de moi, et lui vit de belles choses aussi dans la communauté où il évolue. Puis il est un artiste, alors il vit quelque chose aussi sur le plan des émotions. Puis il ne ferme aucune porte, il est très... ça ne l'empêche pas de vivre toute la dimension humaine de l'affectif. Francine, qu'est-ce que tu penses de cette question du célibat des prêtres? Moi, je pense qu'il devrait y avoir une ouverture. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des êtres qui choisissent vraiment le célibat et la chasteté. Puis il pourrait en avoir d'autres qui choisissent aussi une voie différente pour l'exprimer, c'est-à-dire se marier. Et moi, je pense également qu'il devrait aussi y avoir des ordinations d'hommes mariés qui ont vécu une vie très chrétienne et qui ont le goût de s'impliquer dans un ministère au dévouement de leurs frères. Et ça ferait également de leurs femmes, de leur épouse, non pas des femmes qui nettoient seulement les bancs d'église, mais des partenaires, des collaboratrices. Moi, je pense ça. Et je pense également que le mariage des prêtres éviterait des hommes consacrés qui sont blessés, c'est-à-dire qui, après 15, 20 ans de leur vie, on rencontre une femme, et ça peut être des religieuses aussi, là, rencontre un homme ou une femme, l'aiment et sont obligés, après 20 ans, de choisir avec déchirement, douleur, entre le sacerdoce et la femme qu'ils aiment. Alors, moi, je trouve ça inconcevable. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir une ouverture sur les deux plans. Pour moi, ça me semble très bien, cette ouverture-là. C'est mon opinion à moi. Est-ce que ça risque de changer? Le fait qu'on en parle plus ouvertement, que l'Église soit confrontée à cette question, à cette situation, le fait aussi que les femmes veulent s'impliquer au sein de l'Église catholique énormément et qu'elles veulent devenir prêtres, est-ce que ça risque d'emmener ce changement-là? Moi, je l'espère, mais ce n'est pas pour demain.
Vous savez, c'est un domaine où vraiment, c'était un domaine d'hommes. Et je vous assure que je ne crois pas que ce soit d'ici à demain que ça change comme ça. Mais je pense, oui, à cause des vocations aussi qui diminuent et peut-être aussi des prêtres qui sont vieillissants et où les jeunes se retrouvent difficilement pour s'épanouir. Il va falloir qu'il y ait des changements, des restructurations, absolument. Moi, je le crois vraiment. Parce que à travers Paul que j'ai connu, je constate aussi que ces hommes-là ont besoin de relations privilégiées pour s'épanouir. Alors, il va falloir qu'il se passe des changements, des restructurations, et derrière, certaines communautés ont déjà commencé. Toi, tu avais la maturité et tu as pris le temps d'analyser tout ça, mais c'était quand même très difficile qu'un homme choisisse de devenir prêtre plutôt que de continuer une belle relation amoureuse qui est si profonde et si intense. C'est difficile de l'accepter, même si on le comprend et on l'analyse. Oui, on pleure un peu, mais après, c'est tellement enrichissant ce qu'on vit. Parce que, vous savez, on a un contrôle sur soi. Et quand une fenêtre se ferme, une autre s'ouvre. Merci beaucoup, Francine. Ça m'a fait plaisir. Vous pouvez nous écrire à des mots pour le dire. Casse postale 32, Québec, G1L 4T8. Écoutez, un grand de la chanson américaine. Écoutez, Kenny Rogers. Voici une autre réalisation de la collection Lifetime Music. Sweet Music Man, les plus grands succès du chanteur américain le plus adulé, Kenny Rogers. 36 chansons très spéciales. Cette collection n'est pas vendue en magasin. Sweet Music Man est vraiment le meilleur album de Kenny Rogers. Voici comment commander. Commandez maintenant Kenny Rogers. Appelez son frère 1-800-567-9471. Carte de crédit acceptée. Ou expédiez chèque par la poste de 24,95 $ pour 3 micro-sillons ou 3 cassettes ou 29,95 $ pour 2 disques complets. Action! Maintenant, tout le monde debout. Tout le monde debout. Ouais, mais moins un peu plus haut. C'est vraiment folle aujourd'hui. Je pensais pas qu'elle était Si folle que ça? si avancée, oui. Alors, c'est fini pour le maquillage. Maintenant, la coiffure. On essayait toujours de respecter, même dans l'écriture, une espèce de présence de la musique. Ça, de voir Marie, là, sarcler ses fleurs pendant que Jim Morrison danse sur Light My Fire, c'est ambigu. Le contraste. Oui, c'est clair. Et je suis rentrée en vie religieuse et ça s'est passé de façon facile. J'ai été heureuse tout de suite. Et puis, ça continue depuis 24 ans. Alors, quand je vois arriver des jeunes novices, je me dis toujours, ah mon Dieu, la vie qui les attend est tellement belle. Moi, je le sais. Ça fait 24 ans que je suis ici. Avec les prix Canadian Tire, j'arrive! T'es sûr qu'ils ont tout? Voyons, Michel, tu sais! Canadian Tire, c'est le magasin de Noël avec les plus belles décorations. Peut-être qu'on revient faire 1,43 et 1,41, puis ensuite aller faire la piscine. Je sais pas. Peut-être que la piscine, elle n'existe plus du tout. Est-ce que Serge est prêt pour la musique? Je me disais, c'est un sujet qui est
qui est audacieux pour l'époque qu'on vit, dans le sens de faire une série sur l'histoire d'une fille qui rentre en religion au début des années 70, alors que à ce moment-là, il y avait comme une désertion dans le monde ecclésiastique en général. Je trouvais ça intéressant comme dynamique. Donc ça met les personnages qui évoluent dans la série, ça met les personnages devant un peu une contradiction, dont le mien, par exemple, dont Ernest Veilleux, de savoir ce qu'il va accepter. Il accepte le choix de sa fille, qui veut rentrer dans les ordres, mais en même temps, il est sûr, lui, dans sa tête, que c'est une erreur, qu'elle ne devrait pas faire ça. « 1972. Marie et Édith prononcent leur vœu solennel. Elles rentrent officiellement en religion. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous. Saint Joseph. Sœur Marie était censée aller à la colonie avec Sœur Geneviève. Et puis, Sœur Geneviève a de la fièvre. Alors, c'est moi qui va partir avec Sœur Marie. On va aller en Gaspésie, dans une colonie de vacances. Moi, je suis jamais allée là-bas, j'ai jamais vu la mer. Alors, je suis très contente. On s'en va bientôt. C'est triste pour Sœur Geneviève, mais c'est heureux pour moi. Et au même moment où on nous annonce un temps absolument merveilleux à Percé, à Montréal, il se déclare l'orage du siècle ou à peu près. Et là, soudainement, malgré qu'on nous annonce un temps splendide, il est possible qu'on ne puisse pas tourner puisqu'on n'avait pas de comédien. Alors, on est obligé de faire dodo à Dorval. Et puis, on est décollé, aussitôt que la tempête a été finie, on a pu décoller à 4 h du matin. On est arrivé en Gaspésie vers 7h15, 7h30. On dégage ici, s'il vous plaît. On part d'en haut. Là, Henri, quand je t'avais dit arrête, tu m'en mets d'autres clients là. On dégage devant, Marcello, tout le monde. Valérie, tu me dégages, les gens pour les comédiens, c'était pas eux. Là, de le bord. Maringo! Maringo! Moi, j'essaie de faire à chaque plan, chaque séquence, de recommencer à zéro, de
de vraiment pousser ça très loin, d'être enthousiaste, d'aller chercher le maximum à chaque fois chez les comédiens, mais aussi chez moi. Et on ne peut pas demander plus. C'est ça que je fais, c'est ça que j'essaie de faire. OK, on fait une prise, Maringo, on tourne. OK, attention, stand-by. C'est une prise. Johnny, peux-tu attendre? Ah, OK, on attend. La beauté de ta création. C'est extraordinaire. Je me sens tellement loin. Ouais, j'avais oublié comment le Québec était grand. C'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, la communauté me semble tellement... Ça avait l'air comme s'il y avait, on n'était pas là, nous autres. Ah oui? Ouais. J'avais l'air un petit peu... je sais pas si t'as une idée de me faire parce que je suis fatigué, mais c'est comme si on n'était pas là. C'était comme bien, très quotidien, très... En même temps, chacun est tout seul dans son univers. Ah oui, oui. All right, on s'en va. Check the gate. Check the gate. Check the gate, c'est tout. Pour moi, de retrouver Saran, c'est une grande joie parce que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on ne s'est pas vus. C'est une femme à qui je pense à tous les jours de ma vie en communauté parce que je peux dire que ça a été la base de mon inspiration à quelque part. En tout cas, elle m'a inspiré énormément à faire mes vœux. C'est une femme qui a énormément de compassion, qui a énormément d'amour, qui la donne très ouvertement, très gratuitement. Je pense qu'il y a une part de ma compassion qui me vient d'elle. Ça tombe? J'ai beaucoup d'amis qui sont religieuses, encore aujourd'hui. Des amis qui sont chez les bénédictines, par exemple, qui sont entrés au moment où on était dans les camps de vacances. Et on a toutes pensé à une certaine époque à entrer en religion. Parce que... bon, on avait une vie spirituelle très intense et on donnait beaucoup à ces enfants-là à cette époque-là. Et plusieurs sont entrés et puis à un moment donné, on les enviait de partir. Puis bon, enfin, moi, je me sentais pas prête véritablement parce que j'avais d'autres préoccupations aussi, qui étaient le théâtre, qui étaient les hommes aussi. Mais je revois ces femmes-là et que je trouve absolument admirables. Ah, ben non, j'ai pas vu passer. Pierre-André, à part, ça reste 7 secondes après la déclaration.
Je vais te donner quelque chose de début. Je vais arriver ici. On devine un peu. Ah, vachement bien cette actrice. Et attention. Tout le monde est prêt. James, stand by. 1, 2, action. Tu savais hier soir? L'après-midi, sur mon bateau, j'ai fait un tour à deux jeunes filles de Montréal. Edith et Marie, deux jolies filles. Puis c'est pas pour me vanter, mais je pense que Marie, elle aime les capitaines de bateau. Alors, je sais pas ce qui va se passer avec elle, mais disons que je l'emmènerai danser. La peau et le cas de la morue. Non, j'exagère, mais deux jolies filles, bien intéressantes. Un peu réservées, mais il n'y a rien qu'un petit peu de rhum a jamais dégelé. Les gens de Percé, surtout les plus vieux, ont été très émus de voir le port revivre pour les besoins de la production. La remise à l'eau de tous ces bateaux redonnait pour un bref instant au port son agitation des plus beaux jours. Je vais aller vous reconduire à votre motel. Toujours bien pas au couvent des sœurs. Pas souvent de belles visites comme ça. Mademoiselle. Marie, là, je sais pas où aller. Veux-tu que je lui montre? Quand tu dois. Vous êtes bien mieux. OK. Attends une seconde, Marina. On va la regarder dans le Kodak. Une vocation qui se perd dans les yeux d'un homme, ça ne revient jamais. Est-ce qu'on peut retourner à Montréal? Oui, c'est mieux. Je vais avertir sur Cécile. Je vais trouver quelque chose. Ce sera pour mon premier oiseau sucré. Va voir ton ami, j'ai des choses à faire. Plaquette de fin.
Beau. 2,35, plan 4, 3e. Ça, c'était beau en tabarnak. Vous l'aimez, celle-là, hein? Wow. Ça, c'est Coca sur le box en fait. Les deux vont bien ensemble. Je la sentais la petite en arrière aussi. On s'est lancé ça. Ouais. C'est beau pour le... On va faire un petit peu de pliage. Donner le cadre. Jamais je vais mettre les pieds ici. Ah, OK. Puis qui me retient. Ouais. Bon, prends une marche. Parce que je dirais que tu fais les trois sur les là. Comment elle peut pas voir ça, là? Regarde comme c'est beau. Peut-être qu'on reviendra jamais. Jamais. Jamais je vais remettre les pieds ici. C'est quoi, je trouve. Marie! Bon, je vais tirer ce qu'il me faut pour mes cadeaux de Noël. C'est trop! Gratteux? Tu n'auras pas besoin d'autant d'argent si tu vas chez Canadian Tire. Tu vas trouver des cadeaux pour tout le monde sans gaspiller. Regarde ça. Un grille-pain ou une bouilloire de Proctor Silex, 19,99. Et de GE, une télécouleur stéréo 25 pouces, 458,87. Ou un magnétoscope 4 têtes, 259,99. Tu vois bien que Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Et n'oublie pas, ta remise en argent Canadian Tire. Et de façon si harmonieuse. Ça coûte pas mal moins cher que vous pensez. Bien sûr, si vous allez chez Beau Store Plus. Beau Store Plus, 54 ou 55, boulevard des Forges, à Trois-Rivières. Qui je suis, si je peux même pas écrire mon nom? Comment l'appelez-vous? Je sais pas. Apprenez-moi à lire. Stanley et Iris, samedi 19h. Record avec, entre autres, Marina Orsini, Nathalie Mallette, Régent Tremblay, Fabienne Larouche, Jean Baudin et ne manquez pas notre concours Budweiser complètement stone. Je choisis toujours une musique qui, pour moi, là, va avec le personnage, là, tu sais. Puis Edith, c'est pareil. J'ai eu un disque dernièrement, puis le timing était bon. J'ai eu un cadeau d'une belle musique, puis je commençais à faire naître Edith, puis ça s'est marié. Et depuis ce temps-là, tous les jours où je tournais Edith, j'écoutais ça, cette belle musique-là. Alors, je me suis fait chicaner un matin parce que j'étais trop brune. Alors là, Louise, faut qu'elle me blanchisse. Bon, il y a deux sortes de comédiens. Il y a un comédien qui avant tout, aime le maquillage. Il aime ça se faire dorloter. Il aime ça le toucher d'un autre. Et pour lui, le temps de maquillage, c'est un moment où il se met entre mes mains. Ça lui donne le temps de rentrer dans son caractère. Il y a un autre genre de comédien pour lequel le maquillage, c'est un martyr. Puis c'est quoi ton relation avec la maquilleuse? Good one! Tu sais, comment t'arrives le matin? J'ai rien. C'est pas personnel, OK? Prends pas ça personnel, là. Tu détestes. Ça te rentre pas dans ton caractère, là? Tu filmes pas... Ben moi, une chose est sûre, j'ai pas envie de rester ici pendant des années. J'ai juste envie de... Je pense que j'ai envie de partir, j'ai envie d'aller aux États-Unis parce qu'il y a de la job là-bas, parce qu'il y a des affaires qui se brassent là-bas. Puis moi, la vie de famille, moi, me marier puis avoir des flots, OK, avoir un chum de temps en temps, je trouve ça cool, mais de là à me marier puis avoir des flots, là, non, il y a d'autres choses à faire que ça. Puis la job, il y en a bien en masse. Quand est-ce que c'est arrivé, Marielle? Cette nuit. À quel hôpital qui est? Saint-Michel. Puis maman, elle est-tu correcte? T'as-tu ta petite main? Non. T'as pas de petite main? T'en as, toi? C'est beau, ça te prend des lunettes. C'est special, hein? Ben oui. Une Romer. Une Romer suisse.
tu niaisais pas que le stop, hein, à ce temps-là? Non. Hey, check, ma main poudrée. Ah, elle m'a pas boutré mes mains. Mais tous sont déjà peur, là, t'avais-tu dit qu'elle Elle me l'avait dit qu'elle maquillerait mes mains. Il va y avoir une maquilleuse, hein, Pierre? Elle est blanche dans la face, elle a les mains bien bronzées. Avec du Kleenex rouge. Super raccord. Des grosses boucles d'oreilles en dessous de son voile. Toi, t'as des lunettes, ben moi, j'ai des boucles d'oreilles. Alors, on tourne sur la rue Ontario ce matin. Une scène très importante. On peut dire que c'est le début de la fin pour Edith. Oui, ça commence c'est vraiment là C'est le premier jour de tournage à Nathalie. Mais oui. Elle se paye la pizza Aldress en partant. Pepperoni fromage. Anchois, oignons, claquettes d'olives noires. Chaud. Ben, bonne journée. Oui. Bonne journée. Il y a du monde. Ça me fascine tout le temps. Frank, tu veux-tu qu'on date de journal? Ce monde-là. Hey, Johnny Boy. En avant de... C'est très beau, même c'est mieux, ça. Ça fait plus épicerie. C'est gros, hein? C'est la même rue que je viens d'acheter le journal. D'accord, un peu plus loin. Moi, dans la boutique de souliers, c'est ici, là. C'est ça, exactement. C'est ça, hein, Jean? Ah oui. Non, c'est vrai, mais on est comme... Mais je suis son kiosque à journaux. Là, il est filmé comme ça, là. Vous en allez par là. Là, il faut faire, vous en allez toujours par là. C'est droit, gauche. Oui, droite, oui, gauche. oui. Il faut prendre droite, gauche. Il va vous emmener là. Là, on va dire, ah! L'autre serait déjà rendu au bord de la rue. Oui. Oui, ben, c'est parce que j'aimerais, ce serait bien ici, c'est Marie Bonnecoeur-Gagné. 30 secondes, j'ai tourné l'éditorial. Peut-être que ça pourrait venir un peu plus. 30 secondes. Comme je pourrais t'arrêter ici. Est-ce que je dis Marie-Lélie? Non. Alors, on n'a pas été. C'est le père Gagné qui est là ce matin. C'est pas gagné. C'est le père Gagné qui est là ce matin. C'est ce que dit sur Cécile à propos des journaux et des journalistes. Ça, tu peux être l'autre boîte à boîte. Tu peux être de l'autre côté ici. C'est ce que dit sur Cécile à propos des journaux et des journalistes. Quel journal, l'éditorial? C'est sur Cécile le premier. J'ai fait vu d'obéissance, pas vu d'ignorance. J'enseigne à des enfants qui veulent savoir ce qui se passe dans le monde. Si je veux leur enseigner, puis je suis... Tu pourrais peut-être le fermer pendant ce temps-là. Moi, tu sais, je suis bon. Ah, oui, oui. Quand tu prends notre réplique-là. J'ai fait vœu d'obéissance, pas vœu d'ignorance. J'enseigne à des enfants qui ont le droit de savoir ce qui se passe dans le monde. Si je veux leur en parler, puis je suis un peu au courant. C'est ça, Cécile la première. C'est à moi de choisir les lectures profanes de la communauté. C'est pour mes élèves. Les enfants n'ont pas besoin de connaître la pensée de M. Claude Rayun sur le débat constitutionnel. Je pense que Marie est un personnage avec beaucoup de talent dans la vie. Et les gens qui ont beaucoup de talent dans la vie, talent pour vivre, on est intéressé par ces gens-là. Donc, elle la voudrait parfaite. Je ne sais pas si, moi, sœur Cécile, je suis parfaite. Je ne crois pas, en toute humilité, être parfaite. Mais je veux que Marie aime Jésus comme je l'aime. Et je ne crois pas que Marie aime Jésus de la même façon que Cécile.
dit, nous allons avoir un petit party. Je ne vous dis pas quoi. Oui, je vais vous le dire. Figurez-vous que le rôle principal, Marina, nous offre le champagne. J'adore. On est jaloux, hein? Mais quand vous allez voir ça, il aura été bu depuis longtemps. Eh bien, le principe du champagne au rap, à la fin de la journée, c'est que, dépendamment du tournage, dépendamment de la longueur du tournage, comme celui-là, c'est un tournage de 2 mois, donc on s'était dit au début que les acteurs qui tomberaient sur le 500e plan du tournage paieraient le champagne à l'équipe. Et bien, ça a tombé sur moi, et moi, et Annette. Alors, on est pognés pour payer le champagne à l'équipe. Drôle de tradition. Puis en même temps, bon, c'est une tradition, mais en même temps aussi, c'est une façon de dire merci beaucoup à l'équipe. Merci. Merci! Merci d'un M-E-E-R. L'instantané cadeau surprise de l'Auto-Québec a beaucoup de cadeaux à vous offrir cette année. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a pour plus de 30 000 en prix à mériter. Mais avant tout, vous devez réussir un jeu. À vous de jouer! Misez juste samedi, dimanche, 18h. À ces prix les plus bas en ville, on peut maintenant vivre dans une cuisine de rêve. Et rappelez-vous que chez Beau-Star Plus, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. On le sait, nous autres. Beau-Star Plus, 54-55 boulevard des Forts, Trois-Rivières. Au tout début du tournage, Edith devait être en converse et Jean avait l'intention de l'asseoir à la table avec les autres religieuses. Et bon, tout d'un coup, on s'est dit, ben si elle est en converse, elle peut pas être assise là. Moi, je vais être en converse. Je suis juste bonne pour être servante. Peut-être que tu as insulté, mais peut-être que tu as compris que j'avais le goût de te connaître plus que n'importe qui au monde. Je suis assis dans la rue en arrière de la résidence. Je vais rester là toute la nuit. C'est Pierre Chevalier, travailleur social, qui, quand on va voir le personnage de Marie, va tomber en amour sur le coup, en la regardant, en la voyant. Et puis, il va tenter de la séduire, il va tenter de la convertir. Esprit, esprit! Esprit! Allez marcher. Pierre Chevalier, travailleur communautaire. Marie Veilleux, professeur. Continuez à faire toute l'action.
OK, attention. C'est vous la boucane. L'essence même de Miséricorde, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Marie et qui a profondément la foi et qui, tout au long de sa vie, au moment où on l'apprend, en tout cas, elle a 5-6 ans et on s'en va avec elle jusqu'à l'âge de 27 ans, elle n'a cherché qu'une chose, c'est à aimer Dieu à travers une réalité qu'elle cherche et qu'elle ne trouve pas nécessairement, mais elle essaie de vivre sa foi en essayant des choses. Un autre wall plate, puis un autre morceau de flashcard, s'il te plaît. Valérie va te rejoindre. Oui, un moment. Attends, fais ton truc là après. Brigitte, est-ce officiel ou pas? Il est minuit. On se prépare à tourner une scène dramatique. Un jeune garçon d'une dizaine d'années doit se prostituer sous les yeux de Marina. Alors que le réalisateur pensait avoir sous la main 2 jeunes enfants, on lui amène plutôt 2 grands adolescents de 16 ans, ce qui ne fait là mais pas du tout son bonheur. Branle-bas de combat. C'est finalement le responsable des voitures d'époque qui déniche les 2 jeunes dont on avait besoin pour tourner cette scène. On ne fait ni une ni deux. On se précipite chez les parents, on obtient leur accord, on enfile les vêtements, et voilà une nouvelle carrière qui débute. C'est ce qui fait la beauté du cinéma. Je trouve la distribution absolument extraordinaire. On est prêt pour une mécanique. C'est tellement facile de penser à des éclairages quand t'as des gens comme ça pour les recevoir. En règle générale, tout ce qui est dans le monde religieux est beaucoup plus calme. C'est une lumière qui est plus enveloppée, qui est moins contrastée. La ville, c'est un éclairage normal, contemporain. La seule chose qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir des couleurs un peu plus saturées que normales, parce que c'est 76. Come on, baby. I need you here with me. Come on, baby. Marie. J'arrive. On check la poêle! Oui, monsieur. Un tournage de fini, c'est un down, on dit en anglais. On se sent soulagé. C'est comme fin d'école. On est bien content que l'école est finie. Mais en même temps, on a l'impression d'avoir la difficulté à dire bonjour aux professeurs qu'on a connus, aux amis qu'on s'est faits.
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Miséricorde. Ah non, mes sœurs. Ne manquez pas jeudi prochain à 20h le premier épisode de la série Miséricorde. Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Ainsi soit-il. Les produits laitiers de chez nous sont heureux de commanditer cette série prestigieuse. Choisissez les produits laitiers de chez nous, naturellement les meilleurs.